Bonsoir mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de la radio-télévision Top Benché. Dernière information de la semaine, dernière édition d'information de la semaine sur les antennes de la chaîne Au cœur de la différence, la chaîne intemporelle. Merci de nous avoir choisis une fois de plus. Couteau, machette, bouteille, tournevis, etc. Voilà autant d'outils utilisés par nos jeunes au cours des bagarres. Une situation que certains riverains dénoncent au micro de nos reporters. Déjà, je trouve que cette manière dont ils emploient maintenant est trop dangereuse. Parce qu'ils ont tendance maintenant à prendre des armes blanches, notamment de bois, des couteaux, des machettes, des bouteilles. Je trouve que c'est très dangereux. Par contre, à l'époque, pour montrer notre force, on avait tendance à utiliser nos poings et nos pieds. Peu importe la manière, mais on avait tendance à utiliser. Non, de nos jours là, ça devient plus qu'agressif. Lorsque deux personnes s'affrontent avec des armes blanches, bon, enfin, on est à l'écart, hein, parce qu'on a peur de se faire prendre, enfin, d'encaisser des coups perdus. Donc, du coup, on est obligé de se mettre à l'écart. Sinon, on va se séparer, c'est nous qui prenons nos coups perdus, après on dira, bon, vous n'êtes pas obligé. Pourtant, on est quand même sensible à ça, on veut quand même que tout se passe normalement, quoi, disons, sans blessure et autres. Mais quand on voit des armes blanches, on est obligé de se mettre à l'écart. Déjà, nos jeunes d'aujourd'hui se lancent dans ça, en fait. Ils se laissent plus influencer par ça. Bon, ils pensent que c'est une sorte de stimulant. Voilà, stimulant. C'est-à-dire qu'ils prennent ça pour essayer de stimuler leur force, quoi. Ils se disent que dans ça, ils ont plus de force. Par contre, moi, je pense qu'en fait, lorsqu'une personne veut montrer vraiment qu'elle a la force, c'est besoin de prendre ça. Quand tu es confiant, tu sais que tu es fort. Va au combat comme ça, tu montres ce que tu es capable de faire. Sinon, pour moi, ce sont juste des faux, quoi, en fait. C'est maintenant les outils, bon, c'est ça, quand je parlais du voiture, justement, parce qu'il y a les bandits en sont d'autres, ils s'en font des pierres, des ciseaux, des compas, tout ça là. Bon, en ce moment, c'est vraiment compliqué. Aller, surtout dans les lycées, surtout les lycées publics, bon, rarement un peu légèrement privé, mais surtout au public, les jeunes en ce moment ne se battent plus au point, c'est maintenant par des objets, un peu, il y a d'autres qui rentrent avec des couteaux. Il faut bien aussi que certains établissements aussi puissent bien veiller à la surveillance des sacs, des élèves, et tout ça. Est-ce que c'est dangereux? Oh, c'est très dangereux, parce que si un jeune rentre avec un couteau, il t'enfonce, le temps d'aller, bon, il y a certains parents qui n'ont pas de moyens, donc en ce moment le pays passe par des moments très difficiles, on ne va même penser, actuellement c'est vraiment compliqué, mais nos jeunes là aujourd'hui, peut-être compte tenu de leur combolo qu'ils prennent là, c'est ça peut-être qui les rend fous. Et surtout, quand il s'agit de bagarrer, ils ont souvent le couteau ou soit quelque chose comme tournevis pour se défendre. Avant, quand on a mis... vous êtes en désaccord, s'il s'agit de se bagarrer, il n'y a pas de problème. On se lance coup de poing. S'il me bat, c'est ça. Si je le bats, c'est ça. Et on se sépare. Ou quelqu'un vient intervenir pour nous séparer. C'est comme ça que ça se passait avant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Même les gens voient bien qu'il y a deux jeunes qui se battent, mais ils n'interviennent pas. Parce qu'ils ont si peur. Ils ont si peur. Ah, peut-être ils ont si peur, oui, c'est ça. C'est ça. On voit les couteaux, les tournevis, tout ça là. Même les élèves que vous voyez là, souvent avec leur tabac ou bien comment ils appellent ça, combolo ou bien quoi là. Ils ont souvent ça. Surtout les enfants de... comment l'appelle-t-on? Banzaza. Les enfants là, il y a un coin là. Il y a un coin, Betchingue là-bas, là où il y a le dépôt des ordures là. Il y a un coin là, c'est là-bas ils se ravitaillent. C'est là-bas ils se ravitaillent, ils ont ça dans le sac. Et quelqu'un qui prend ça, comment tu veux qu'il se comporte? Il ne peut pas se comporter normalement comme ça se doit. C'est ça.
Allons-y, à présent chercher l'actualité en dehors de nos frontières. Allons-y tout de suite au Sénégal où 7 356 milliards, c'est la somme allouée pour le lancement de la deuxième phase du plan Sénégal émergent. Ce montant récolté par le Sénégal fera l'objet d'une utilisation efficiente pour les investissements efficaces, comme ce fut le cas au cours des 4 premières années pour la première phase. Reportage. 7 356 milliards est le montant de l'engagement des partenaires techniques et financiers du Sénégal pour financer la phase 2 du plan Sénégal émergent lors de la réunion du groupe consultatif les 17 et 18 décembre à Paris. Pourtant, le Sénégal espérait 2 850 milliards de francs CFA. Pour certains économistes, un bilan s'impose pour la première phase de ce référentiel de développement du pays. Je crains simplement maintenant qu'avec ce plan 2, qu'on revienne encore nous parler d'un pont, en tout cas de financement dans des secteurs qui n'intéressent pas réellement les secteurs sociaux de base, où les Sénégalais souffrent davantage. Manger et boire est un problème dans ce pays. La santé est aujourd'hui d'or, les étudiants sont d'or. Selon le président de la République Macky Sall, les 7 356 milliards de francs CFA récoltés par le Sénégal feront l'objet d'une utilisation efficace et efficiente. Mais les entreprises locales, selon des analystes, ne vont pas en bénéficier. Et le code des investissements qui permet tout. Et cette ouverture non contrôlée est beaucoup plus favorable aux entreprises étrangères qui risquent de venir donc et de, comme dans la première phase, prendre tous les marchés et malheureusement tout l'argent sera encore rapatrié dans ses pays d'origine. Si ce n'est pas un Chinois, c'est un Turc ou un Français. Au cours des 4 premières années de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, l'État du Sénégal a mis en place des infrastructures structurantes d'appui à la productivité économique. D'importants chantiers ont été achevés ou lancés. Pour la seconde phase, de nouvelles réformes seront engagées pour le bien-être de la population sénégalaise, estiment les autorités. Nous tenterons tout à l'heure de joindre le coach du Stade Mondji, version football, pour nous donner un peu plus d'explications sur l'état d'esprit de ce club en ce moment. Tant bien même on sait que le championnat national n'a pas encore démarré et que ce club sort d'une mise au vert avec Alain Mandreau. Nous tenterons de savoir comment se passent les choses au sein du Stade Mondji. Nous reviendrons juste après cet élément qui nous amène au Togo où ils étaient 3 millions de Togolais à être attendus ce jeudi 20 décembre 2018 pour se rendre dans 8490 bureaux de vote établis sur toute l'étendue du territoire national, comptant pour l'élection législative. Un scrutin qui n'aura, semble-t-il, pas eu d'engouement dans l'ensemble, mais cela n'a pour autant pas empêché sa tenue et la participation de certains Togolais malgré l'appel au boycott de la coalition des 14 partis de l'opposition. Les précisions avec le confrère d'Africa 24. Circulation réduite ce 20 décembre 2018, jour des élections législatives au Togo. Les activités économiques ont tourné au ralenti, alors que la population togolaise est invitée à renouveler les 91 députés à l'Assemblée nationale. Dans les bureaux de vote, l'affluence n'est pas celle des grands jours. La sécurité est là. J'avais peur avant d'y arriver ici, mais depuis que je suis arrivé, je vois que je n'ai pas à m'inquiéter. Et que je suis serein, je pense que je trouverai mon âge à voter en toute convivialité. Vu tout ce qu'il y a eu comme campagne de démobilisation, je pense que pour l'heure, l'affluence n'est pas là, mais déjà on peut remarquer une certaine participation qui est encourageante. Selon le président de la commission électorale, dans le Moyen-Mono où un incendie a été déclaré la veille des législatives, tout est rentré dans l'ordre et les élections se déroulent normalement sur l'ensemble du territoire. Du côté des observateurs, l'on assure poursuivre la mission à eux assignée. Sur base des bureaux de vote que nous avons visités, nous pouvons dire que le vote se passe normalement. Le rapport ne peut être établi qu'au terme d'une observation globale de la ville de Lomé,
mais aussi d'une observation globale de l'ensemble du pays. À l'intérieur du pays, des incidents maîtrisés par la force sécurité élections ont été signalés. Ils sont plus de 3 millions d'électeurs appelés à voter dans 8 490 bureaux de vote pour le compte des législatives de 2018. La coalition des 14 partis politiques de l'opposition a appelé au boycott de ces scrutins qui se déroulent sous haute dispositif sécuritaire. Au Bénin, des troublantes révélations ont ponctué la 4e journée du procès de l'affaire de la société ICC Services, ouvert à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à Porto-Nouveau. Des pots de vin versés à des ministres de l'ex-président Yayi Boni et 27 milliards de francs CFA détournés par hélicoptère au domicile de l'un des promoteurs de ICC Services sont les principales raisons de cette affaire. Retrouvons nos confrères d'Africa 24 pour le récit. Des pots de vin versés à des ministres de l'ex-président Boni Yayi ou encore 27 milliards de francs CFA enlevés par hélicoptère au domicile de l'un des promoteurs de ICC Services. De troublantes révélations ont ponctué la 4e journée du procès de l'affaire de la société Investment Consultancy and Comptering Service ICC Services, ouvert à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET à Porto-Nouveau au Bénin. Le président il a pris suffisamment de hauteur par rapport aux émotions qui pouvaient transparaître de la part des opposants. Mais pour l'essentiel, je crois que tout se déroule normalement, autant du côté des accusés que du côté des sachants. Au terme de 3 jours de procès, le PDG d'ICC Services, Guy Aklogan, ses co-accusés et des témoins ont régulièrement cité le nom de l'ancien chef d'État Boni Yayi. Au moment où je vous parle, je ne crois pas que nous ayons suffisamment d'éléments sur le plan judiciaire pour affirmer avec certitude que le président, l'ancien président de la République serait impliqué. Il y a des affirmations, il y a des allégations. L'affaire ICC Services et consorts est un scandale financier estimé à plus de 155 milliards de francs CFA qui avait éclaté en 2010, où des structures illégales de placement d'argent ont ébloui les populations par des taux d'intérêt faramineux. Sur 10 personnes convoquées à la barre, 7 ont comparu, dont 2 anciens ministres de l'ex-président de la République Boni Yayi, ainsi que Pascal Irénée Koupaki, ancien ministre d'État sous Boni Yayi et membre du gouvernement de Patrice Talon. Le National Foot édition 2018-2019 tarde à commencer alors que la plupart des clubs ont déjà terminé leur mise au vert et n'attendent que le déroulement de cette compétition d'envergure nationale. Comme annoncé à l'instant, nous avons avec nous le coach du Stade Mondi version football, M. Alain Mandro, avec qui nous allons nous entretenir pendant quelques minutes. Est-ce que la connexion est bonne? Oui, la régie me fait savoir que la connexion est bonne. Alors, nous allons tout de suite commencer à poser notre première question au coach Mandro. Alors, coach Mandro, dites-nous comment se passe en ce moment le repos de vos poulains? Bon, disons déjà que c'est une grosse déception parce que lorsqu'on fait une mise au vert, c'est tout de suite pour entamer le championnat parce que lorsqu'on fait une mise au vert, c'est une programmation qui est prévue, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui se fait au préalable. La deuxième phase, c'est les matchs amicaux, puis le championnat. Et lorsqu'on te permet de faire une mise au vert à 1 mois du championnat, qui malheureusement ne peut pas avoir lieu, c'est comme si on recommençait tout à zéro. C'est un investissement dans l'eau que nous avons eu à faire, c'est une mise au vert pratiquement qui se répercute comme un gâchis total. D'accord, merci coach. Peut-on savoir également l'état physique et émotionnel actuel de vos joueurs, s'il vous plaît? Disons que les joueurs sont bien en ce moment. Ce que nous déplorons, c'est-à-dire que par rapport au manque de moyens actuels du club, nous n'ayons pas pu faire des matchs amicaux avec les clubs de première division, c'est-à-dire nous déplacer, genre aller jouer à Lambaréné ou aller jouer à Libreville. Et nous sommes résignés à faire des matchs amicaux contre des clubs de division provinciale, ce qui n'est pas une bonne chose pour une bonne préparation. Bon, au jour d'aujourd'hui, le moral des enfants est vraiment très bas parce qu'on se prépare pour une compétition. Malheureusement, on s'est préparé pour ne pas faire une compétition. D'où grande est nos déceptions. Le seul souhait que nous avons, c'est-à-dire que les dirigeants n'attendent pas que la LINAF, qui a l'État, essaie de sponsoriser. Nous avons quand même la chance d'avoir un sponsor qui est la mairie, et il faudrait que déjà la mairie arrive déjà à soutenir ses enfants pour qu'au moins nous continuions à entretenir, ce qui fera un avantage pour nous. Parce que si nous nous arrêtons et que nous mettons par exemple les enfants en vacances, c'est nous qui allons tout recommencer. Pourquoi avoir fait une mise au vert
si nous devrons arrêter pour reprendre lorsqu'on va demander que le championnat recommence. Coach, dites-nous, pensez-vous à une possible année sportive blanche au niveau du championnat de football national? Bon, disons déjà que cette décision que le ministre prend a deux facettes. La première facette, c'est-à-dire qu'il veut peut-être booster son collègue des finances pour qu'il puisse sortir de l'argent. C'est pas toujours bien de commencer un championnat et de pouvoir l'arrêter parce que les finances n'ont pas été équivalentes par rapport aux sollicitations des clubs. La deuxième chose, c'est-à-dire que maintenant derrière cela, il y a des sanctions. Nous sommes régis par la CAF et la FIFA. Si nous faisons une année blanche, ce qui prouve déjà toutes nos équipes, que ce soit les équipes nationales, que ce soit les équipes qui participent en Coupe d'Afrique, même si au jour d'aujourd'hui on peut supposer que les deux, Manga et le CMS, sont éliminés, devraient être arrêtés. C'est-à-dire que si on se qualifiait par exemple par rapport à nos clubs et l'équipe nationale pour la CAN, on devrait être suspendu. Est-ce que le Gabon va assumer ces suspensions par rapport à cette année blanche que nous voulons avoir? C'est la question que je me pose et que tous les Gabonais se posent. Alors merci coach pour nous avoir accordé cette petite interview. Merci, oui. Et je serai toujours disponible lorsque vous me solliciterez. Bonne soirée. Alors nous venons de recevoir Alain Mandrou par téléphone. Alain Mandrou, c'est le coach de Stade Mondji, version football, première division, qui nous donnait quelques explications autour du non-début de ce championnat national tant attendu par l'ensemble des Gabonais. Nous avions eu quelques explications du ministre du Sport, Alain Claude Bilibinze, qui nous donnait les raisons pour lesquelles ce championnat n'avait pas encore démarré jusqu'à ici. Nous osons espérer que finalement des solutions seront trouvées afin que nos joueurs, footballeurs, puissent retrouver leur terrain. Nous voici arrivés au terme de cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter, comme à la coutume, m'accompagner Castro Tubozo à la réalisation. Veuillez recevoir les remerciements de l'ensemble de la rédaction ainsi que de toute la direction des programmes de production. Je serai là très prochainement, si cela plaît à Dieu. D'ores et déjà, passez un excellent week-end. Au revoir.